Maintenant, j'en rêve, mais ça a été un peu le cauchemar quand même, il y a 2-3 ans. Il y a un moment où on se sent un peu dépassé. Et donc, vous allez le remettre à jour chaque année, cet annuaire. Il faudra demander à mon excellent éditeur. D'accord, on lui demandera après. Très bien, écoutez, merci à tous. Voilà, je crois qu'on est déjà pas mal en retard. Alors, je vous rappelle que 3615 Code A2, vous avez toujours les informations sur tous les livres dont nous avons parlé dans cette émission depuis le début, puis notamment ce soir, donc tous les livres et toutes les bibliographies. Voilà, la semaine prochaine, 16 novembre, thème de l'émission, ce sera Le meilleur des mondes avec Serge Lentz, avec Franco Ferrucci, qui publie une très étonnante autobiographie de Dieu, avec Claude Fischler et avec Claude Nuritsani qui nous parle des masques et simulacres dans la nature. Voilà, merci, à vendredi prochain. Ciné-Club, Claude Jean-Philippe, avec un deuxième Brian De Palma, c'est Carrie. Oui, 1976. Alors, il avait eu le Grand Prix au Festival du film fantastique d'Avoria. C'était même d'ailleurs à cette occasion que Brian De Palma était venu en France, je crois. Il avait donné beaucoup d'interviews, on avait beaucoup parlé de lui. Alors, cinéma fantastique, moi je dirais plutôt, en prenant une catégorie beaucoup plus générale, épouvante, parce que c'est un film qui a une fonction très précise, c'est... Mais épouvante, c'est un côté repoussoir, hein. Fantastique, c'est plus fin. Oui, mais enfin, il faut bien dire ce qu'on va voir. On va voir des choses épouvantables. Et fantastiques. Mais ceci dit, Brian De Palma disait précisément aux journalistes à cette époque-là, en disant, les 5 dernières minutes d'horreur d'un film, c'est ce qui est le plus facile à faire. Le plus intéressant, c'est le reste, c'est ce qui m'intéresse, moi. Et c'est vrai, c'est-à-dire que ce qui est beau dans Carrie, c'est pas seulement la virtuosité dans le maniement du sang et de l'horreur, c'est le portrait de Carrie, qui est un personnage très bouleversant, parce qu'elle est à la fois complètement émouvante. Il n'y a rien de plus émouvant qu'une adolescente dont tous ses amis se moquent. Ceux qui sont passés par là savent de quoi il s'agit. Bon, et en même temps, elle est terrifiante parce qu'elle dispose d'un pouvoir tel que sa vengeance va excéder de très loin ce qu'on pouvait souhaiter pour elle. Bon, il y a donc ces deux côtés sont simultanés, et il y a une autre contradiction qui est celle de ceux qui lui veulent du bien et ceux qui lui veulent du mal parce qu'ils se moquent d'elle. Et au bout du compte, le film les renvoie dos à dos, ce qui, à mon avis, est très fort. C'est ça qui rend ce film tellement logique dans cette marche vers l'explosion finale, vraiment, ouais. qui est insensée, mais qui serait arbitraire et qui serait fausse et qui serait de l'épouvante pour le principe. Bon, alors que c'est la logique même de la psychologie du personnage, de ses relations avec sa mère, de ses relations avec les autres, qui provoque cet éclatement extraordinaire. Voilà, la préparation du film, et c'est Brian De Palma, c'est l'un de ses plus beaux films. Hein. Oui, je crois, oui, je crois. Merci. Écoutez, c'est dans une dizaine de minutes après le dernier journal, qui est lui-même juste après la publicité. Cette femme a choisi All-Bran. Elle sait que All-Bran, naturellement très riche en fibres, facilite le transit intestinal. Mais sait-elle qu'un seul bol d'All-Bran lui apporte autant de fibres que 2 ananas ?
Pour votre petit déjeuner, All Bran de Kellogg's, la réponse fibre au problème de transit intestinal. Voyager à la rencontre de l'horizon, façonner le futur avec un œil nouveau. Chez DSM, nous faisons cela tous les jours. DSM, l'imagination à l'œuvre. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. C'est vrai que le plus bel hommage qu'on puisse rendre à ses ancêtres, c'est de les sortir de l'oubli, c'est de leur redonner vie. Et c'est ce qu'on peut faire à travers la généalogie. Et c'est ce que nous ferons pour la famille de Françoise Hardy, lundi soir à 20h40 sur Antenne 2. Il était une fois Françoise Hardy. Alors nous avons découvert pas mal de noms au fur et à mesure de nos précédents rendez-vous concernant l'arbre généalogique de Françoise Hardy. Il nous en reste un, c'est Royer, R-O-Y-E-R. Les Royer, ça c'est vraiment un nom qui est très répandu. Si vous vous appelez Royer, vous pouvez venir assister à cette émission. Il était une fois Françoise Hardy, lundi soir à 20h40, en direct des buttes Chaumont ici à Paris, dans la limite des places disponibles, distribution des places par tirage au sort. Et vous adressez vos demandes à Il était une fois, Antenne 2, CEDEX 2800, 99 280, Paris Concours. Pierre, l'origine du mot Royer, c'est quoi? Oui, Royer, c'était autrefois le surnom d'un forgeron, en particulier dans le sud de la France. Nous trouverons également ce nom dans l'ouest. Oui. Et il est porté par environ 8000 foyers en France, soit pratiquement 25 000 personnes. Nous avons là tous les noms. Ah oui, un récapitulatif de tous les noms qui font partie de l'arbre de Françoise. On a Françoise Hardy, évidemment, et ensuite Dillard, Dubosc, Milot, Doré, Carliez, D'Argent, Lenné et Nion. Ensuite Ragel, Jacquemin, Bresson, Legendre, Cambourg, Patin, Le Seigneur, Bouette, Champagne et Royer, bien entendu. Voilà. Alors, si vous vous appelez comme ça, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore nous écrire. Si vous le faites rapidement, regardez ce que vous pouvez gagner. Des automobiles de collection. Regardez celle-là, par exemple. Ça serait bien de se retrouver propriétaire d'une de ces automobiles, d'un de ces véhicules de collection. C'est possible. Si vous nous envoyez une photocopie de votre carte d'identité certifiée conforme au commissariat de police le plus proche de chez vous ou à la mairie de votre domicile tout simplement, vous nous l'adressez à Il était une fois, Antenne 2, CEDEX 2800, 99 280, Paris Concours. Nous nous donnons un rendez-vous ferme et définitif le 12 novembre, lundi prochain, 20h40 sur Antenne 2. Il était une fois Françoise Hardy. Merci, bonne soirée. Samedi, Étoile Palace met Michel Butel et l'autre journal à l'honneur, entouré des membres de sa rédaction, de journalistes étrangers, de lycéens, de rappeurs, de polémistes, d'écrivains, de chanteurs, de metteurs en scène, de conteurs et du prince du flamenco. Michel Butel exprime son autre point de vue sur l'actualité dans Étoile Palace, samedi 22h25 sur Antenne 2. Tous les sports, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur le 3615, code STAD 2.
étoile ou plutôt star. C'est l'anglicisme qui est resté pour désigner cette secte étrange de visages inconnus que les studios de Hollywood transformèrent du jour au lendemain en beauté divine et immortelle. But diamonds are a girl's best friend. I can't give you anything but love. Au firmament, il y eut des blondes, des brunes, des rouquines, plus ou moins sexy, plus ou moins dociles, plus ou moins douées. Des filles et des garçons pour tous les goûts, tous les vices, toutes les vicissitudes. Des caïds, des aventuriers, de pâles adolescents. They called me chicken, you know? Chicken. Hollywood, c'était des mélos, des baisers, des comédies musicales. Hollywood, c'était des comédiens toujours prêts à partir, toujours prêts à prendre la pause pour vampiriser jusqu'à les rendre parfaits, leurs doubles imparfaits. Cause I've got you under my skin. Now the Woody Herman Band is gonna wail at you here. Light 'em up, light 'em up. Bonjour, aujourd'hui le 9 novembre. Le 9 novembre 1970, mort du général de Gaulle. Qu'on sache partout que je n'y reviendrai pas. 1972, le plus vieux crâne humain est trouvé au Kenya. To be or not to be. 1938, violence antisémite dans toute l'Allemagne. C'est la nuit de cristal. Le 9 novembre 1967, Benoît Cassoulet a perdu son casque. Chut, il ne faut pas le dire. Et demain est un autre jour. Cérémonie du souvenir à Colombey-les-Deux-Églises ou De Gaulle, 20 ans après. Margaret Thatcher considère ce soir que les Alliés n'ont pas besoin d'une nouvelle résolution des Nations Unies pour intervenir militairement. Les Américains sont d'accord. Mikhail Gorbatchev en Allemagne, le jour anniversaire de la chute du mur, Kohl promet d'aider la perestroïka. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La route du Rhum est loin d'être terminée. Pourtant, Florence Artaud accomplit déjà un véritable exploit. Elle a creusé l'écart avec ses poursuivants. Elle a plus de 150 km d'avance, mais la tempête la guette. Jacques Vautrin. Avantage considérable pour Florence Artaud dans la route du Rhum. Son bateau Pierre Ier a avancé au cours de la journée dernière à la vitesse de 14 nœuds en profitant d'un vent favorable. Florence Artaud, qui a passé les Açores, est séparée de 91 000, soit 160 km environ, de son adversaire principal, le Basque Didier Mondoutegui. Mondoutegui qui continue de surprendre dans cette grande compétition. La détentrice du record de la traversée de l'Atlantique a, semble-t-il, fait le bon choix, comme elle l'avait confié avant le départ. Enfin, moi, j'imagine que ça va être une course tactique où l'expérience, quand même, va jouer davantage que dans les autres courses. Et c'est pas forcément la qualité des bateaux. Bien sûr, il faut avoir un bon bateau, un bateau rapide sur lequel on n'ait pas trop de problèmes pour pas perdre de temps. Mais je crois que c'est une course qui va se gagner au moral et à l'expérience. Cette expérience, Florence Artaud en aura besoin pour affronter une nouvelle dépression cette nuit. Pas question, dans ces conditions, de penser à la préparation de bons petits plats.
Tout le monde est ou sera gaulliste, c'est ce que l'on disait il y a un peu plus de 20 ans. Il semble que la prophétie rejoigne la réalité. Ils étaient nombreux aujourd'hui, célèbres ou inconnus, à être venus se recueillir à 2 pas de la Boisserie, à Colombey, les 2 églises, où s'éteignit le général de Gaulle, Laurent Boussier et Éric Mézy. Aujourd'hui, ils sont revenus, le fils du général, l'amiral Philippe de Gaulle, accompagné par les compagnons de la Libération dont les rangs sont de plus en plus clairsemés. Il y avait aussi des centaines, des milliers de fidèles venus se mêler aux habitants de Colombey pour ce pèlerinage. Vous le connaissiez bien? Oh ben oui, elle le voyait venir à la messe tous les dimanches. C'était mon chef dans la résistance et je ne l'ai jamais oublié. Gerbe du président de la République, messe à laquelle assistaient comme tous les ans les députés et les sénateurs RPR dans cette église de Colombey, trop petite et pleine de souvenirs. Enfin, visite au mémorial, en somme une journée classique de commémoration, une journée que certains vivaient pour la 20e fois. Dans ses mémoires de guerre, évoquant sa propre mort, le général de Gaulle écrivait « Puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera tôt ou tard une source d'ardeur nouvelle, après que j'aurai disparu. » Toujours à propos de l'anniversaire, François Mitterrand, au titre de président de la République, a fait déposer aujourd'hui une gerbe sur la tombe du général de Gaulle. Roland Dumas était au Maroc aujourd'hui. Il était venu expliquer au roi Hassan II la position de la France à un moment où le livre de Gilles Perrault, Notre ami le roi, sème pour le moins la zizanie. Le Parlement marocain a même dénoncé ce qu'il appelle une campagne hostile. Le ministre des Affaires étrangères a expliqué au roi que le gouvernement français entendait bien ne pas mélanger les choses. Une explication était nécessaire et je crois avoir apporté cette explication au roi du Maroc. En lui rappelant quelle était l'organisation des pouvoirs publics en France. Qu'il existe une liberté totale d'expression et d'édition, que les médias sont maintenant sous la tutelle d'un organisme indépendant, et que, en revanche, les pouvoirs publics français se tenaient suffisamment à distance de tous ces événements, et qu'ils n'avaient pris aucune part à tout ce qui avait pu créer des difficultés dans nos relations. Mikhaïl Gorbatchev a choisi le jour anniversaire du démantèlement du mur de Berlin pour sa visite officielle en Allemagne. Assurément, le jour n'était pas choisi au hasard. La visite marque une époque nouvelle. Le chancelier Kohl l'a bien compris. Il aidera donc les soviétiques bien déterminés à ne pas céder sur la crise du Golfe. Philippe Rochaud. Я думаю, все, что мы сделали, Tout ce qu'on a fait avec les Nations Unies contre l'Irak, c'est une victoire. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a agi ainsi. Toutes les tentatives de l'agresseur pour nous diviser ont été vaines. Gorbatchev, à Bonn, n'a pas exclu l'envoi de forces soviétiques aux côtés des Américains. Le chef du Kremlin a voulu profiter de cette première visite dans l'Allemagne unifiée pour montrer sa solidarité avec l'Occident dans la plupart des domaines de la politique internationale et en particulier dans la construction de la maison commune européenne. Helmut Kohl, de son côté, promet d'aider les réformes à se réaliser en URSS grâce à la puissance économique allemande. C'est une ère d'amitié germano-soviétique jamais vue depuis la guerre qui vient de s'ouvrir. Elle est concrétisée par un traité de coopération qui verra par exemple Mercedes s'installer en URSS et par un traité d'amitié germano-soviétique. Malgré ce traité, il y a encore des ombres au tableau. On voudrait voir par exemple partir plus vite les derniers soldats soviétiques, or il faudra attendre 1994 pour cela. C'est pour lever ces dernières méfiances que M. Gorbatchev se rend demain au domicile du chancelier Kohl dans le Palatinat, à 100 km de la frontière française. Les Allemands de Berlin ont été très discrets pour le premier anniversaire de la chute du mur. Il faut dire que les changements ont été extrêmement brutaux et que le 9 novembre est aussi la date de la nuit de cristal. C'était en 1938. Il y a un an, tout juste, un jeune journaliste stagiaire de l'école de Lille décidait que les changements en Allemagne ne pouvaient pas avoir lieu sans lui. Il a donc pris sa caméra d'amateur. Le 9 novembre, il était à Berlin. Vision d'un jeune journaliste, Nicolas Winkler. Die Mauer ist weg, le mur n'existe plus. 9 novembre 89, il est minuit. Depuis quelques heures déjà, une incroyable rumeur circule à Berlin-Ouest. La frontière entre l'Est et l'Ouest serait ouverte. Ceux qui l'ont appris dans un bar ou comme moi, au détour d'une rue, sont tous là, au pied du mur, sous les lances de Devopo. Très vite, la foule envahit le No Man's Land. Voici, sous l'arche de Brandebourg, symbole de ce Berlin déchiré en deux, le premier journal annonçant la nouvelle.
Sur les visages, la joie, l'incrédulité, l'émotion, la révolte parfois. Maintenant c'est fini. 40 ans sans liberté, sans dignité, sans droit, c'est fini, pour toujours. Au matin, Berlin est fébrile. Ceux qui ont appris la nouvelle en se levant continuent le travail commencé dans la soirée avec rage. Sur toute la longueur du mur, un son, celui des marteaux, et une odeur qui me prend à la gorge, celle de la poussière arrachée à cet avatar de l'histoire. Le soir, l'Est découvre les magasins du coup d'âme, les Champs-Élysées de Berlin. Les premières brèches s'ouvrent dans le mur. Berlin, 9 novembre, c'est pour des millions d'Allemands Freiheit, la liberté retrouvée. Reportage de Nicolas Vinclair. En Allemagne encore, mais à Francfort, l'ex-chancelier Willy Brandt rentre aujourd'hui de Bagdad. Il ramène avec lui 174 otages occidentaux. C'est ce qu'il a pu obtenir après plusieurs entretiens avec Saddam Hussein. Au dernier moment, 2 Américains qui devaient être du voyage ont été retenus. Prétexte, leurs papiers n'étaient pas en règle. Selon le Quai d'Orsay, un Français qui résidait au Koweït se trouve à bord de cet avion. Il y a aussi des Danois, des Suédois, des Suisses, des Finlandais, des Néerlandais, Portugais, Canadiens et Australiens qui font partie du voyage. La ronde des anciens chefs de gouvernement à Bagdad se poursuit. Les ex-premiers ministres danois et néo-zélandais sont venus demander la libération de leurs ressortissants. C'était aujourd'hui. Margaret Thatcher ne baisse pas le ton à propos de l'Irak. Aujourd'hui, elle déclarait en recevant le secrétaire d'État américain que les Alliés ont déjà l'autorité légale pour intervenir militairement. James Baker fait part de son soutien total au Premier ministre britannique tout en précisant qu'il est nécessaire de préserver le consensus obtenu à travers les Nations Unies. Le représentant de la Maison-Blanche souhaite pourtant, même si cela n'est pas absolument nécessaire, a-t-il dit, que le Conseil de sécurité adopte une résolution autorisant l'usage de la force contre l'Irak. Le ministre français de la Défense indique, lui, dans le Figaro qui paraîtra demain, que les opérations militaires françaises dans le Golfe coûteront 1,3 milliard de francs cette année. En Irlande, Mrs. Robinson, comme la chanson, a été élue présidente de la République. Elle a 46 ans et accède ainsi à une fonction plus honorifique que politique, mais elle espère bien, dans son palais de Dublin, faire changer les choses. Christian-Marie Monod. L'élection de Mary Robinson à la présidence de l'Irlande a surpris. Son challenger conservateur, Brian Lenihan, était donné favori au début de la campagne. Mais un scandale politique ruinait les chances de la coalition au pouvoir. Il était lui-même impliqué dans une affaire d'influence, faussant les résultats des dernières élections présidentielles. Rien ne prédisposait cette femme à une carrière politique de premier plan. Elle est catholique, mariée à un protestant, de gauche, avec un passé féministe. Elle a fait campagne pour le divorce, la contraception, inexistante ici, les droits de la femme et des homosexuels. Des sujets tabous dans ce pays catholique et conservateur. Elle a toujours été l'avocate des droits civiques. Elle a défendu les droits des chômeurs et s'est battue pour défendre ses idées progressistes. En Irlande, la fonction de président de la République est honorifique, mais elle a bien l'intention d'en faire un aiguillon politique. Les inaugurations de chrysanthème, ce n'est pas son genre. À 46 ans, elle devient la première femme présidente de l'Irlande. La presse irlandaise a salué ce succès, rien moins que phénoménal. Les vieilles habitudes ne sont plus acceptables. Jacques Gossot, le maire de Toul, a repris ses fonctions. Son inculpation dans l'affaire des fausses factures de Nancy a été annulée. Le maire RPR n'est plus inculpé de corruption active dans cette affaire. Le premier magistrat de Toul avait été incarcéré pendant 6 mois. Il a précisé ce soir qu'il reprenait ses fonctions, y compris celles du Conseil général, dont il est le vice-président. Encore une affaire bien embrouillée, le meurtre du docteur Péchard assassiné le 16 janvier dernier. La reconstitution a duré plus de 6 heures la nuit dernière. Elle s'est achevée, il était 4 heures du matin. Patrice Velay et Gérard Borins. Un fusil qui n'est pas celui du crime, selon les expertises balistiques. Un tireur présumé qui clame son innocence et ne fait aucun geste, Roger Mémoli. La justice, hier soir, a reconstitué sans assassin le meurtre du docteur Péchard. Seul Marcel Long n'a pas varié dans ses déclarations. Il était bien le chauffeur moustachu de la R20 diesel, vu sur les lieux, sa voiture personnelle. Son scénario est globalement confirmé par les témoins du drame.
Les 7 convives, invités ce soir de janvier, dans un petit restaurant des quartiers nord de Marseille. Pourtant, dans le détail, chacun y va de sa version, des choses qu'il a vues, difficile de reconstituer un tel fait divers 10 mois après. Les témoins ne se souviennent plus très bien de ce qui s'est passé, ou alors s'en souviennent avec un luxe de détails qui, à mon sens, est surajouté. C'est ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont cru voir, ou ce qu'ils ont déduit depuis les longs mois qui sont écoulés entre le meurtre de Jean-Jacques Péchard et la reconstitution. Une certitude, en tout cas, le docteur Gallo, ici entre 2 gendarmes, n'est pas bavard sur le mobile des faits. Le différend Péchard-Gallo reste un mystère. 6 heures de reconstitution n'y ont rien changé. Économie maintenant, la compagnie autrichienne Austrian Airlines signe un contrat pour l'achat de 26 Airbus, dont 13 en commande ferme. Malaysia Airlines en commande, elle, 2. La bourse de Paris sort tout juste du rouge avec plus 0,19%. En revanche, à Wall Street, ça repart. Jean-Claude Renaud. La bourse de New York, effectivement, Philippe, gagne ce soir 1,8%. En fait, elle vient de prendre conscience de quelques bonnes nouvelles que la crise du Golfe avait cachées jusqu'ici. L'indice Dow Jones termine à 2488, soit plus 44,80. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Eh bien, tout d'abord, la baisse des taux d'intérêt observés ces derniers jours aux États-Unis. L'opération de refinancement du Trésor américain qui se déroulait cette semaine a été un succès. Et du coup, on peut espérer un relâchement de la politique du crédit de la Réserve fédérale. Autre bonne nouvelle, l'inflation. Les prix de gros au mois d'octobre aux États-Unis ont été sages. Et puis enfin, aujourd'hui, la baisse des prix du pétrole. Le baril de brut à New York redescend aux alentours de 34 $. On termine précisément avec le dollar, toujours à New York. Il est hésitant, en léger repli aujourd'hui, à 4 francs 99,40 et à 1 mark 48,70. Voilà pour l'essentiel. Pour faire le point sur votre portefeuille personnel, rendez-vous pendant le week-end sur votre Minitel 3615, Codeco A2. La sonde Magellan nous envoie des images stupéfiantes de Vénus. Les spécialistes y voient, car il faut être spécialiste, des volcans, mais aussi de gigantesques coulées de lave. Explication de Philippe Dumez. Des océans de lave recouvrent peut-être 60% de la surface de Vénus. Il semble même que cette éruption gigantesque se soit produite en une seule fois il y a environ 400 millions d'années. Cela ne rend pas la sœur jumelle de la Terre plus agréable. Au fur et à mesure que la sonde de la NASA poursuit son exploration cartographique de Vénus, les astronomes découvrent un paysage pour le moins tourmenté. Ici, un impact de météorites de 8 km sur 11. Là, une énorme vallée de 65 km de long et le tout baignant dans une atmosphère de gaz carbonique et d'acide sulfurique, avec une température moyenne de 470 degrés. Heureusement, la sonde Magellan survole cet enfer sans trop de problèmes et les ondes de son puissant radar nous permettent d'admirer les meilleures images jamais obtenues du sol de l'étoile du Berger. Avant de vous quitter, revenons un instant sur le général de Gaulle et l'histoire de la République de 1880 à nos jours. Vous aurez la liste des chefs d'État et de gouvernement de 1871 à nos jours. Vous saurez tous sur la 3e, la 4e et aussi la 5e République de Jules Ferry à François Mitterrand. La République de Maurice Agulon est éditée chez Hachette. Ce journal est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques instants, c'est Laurent Cabrol qui nous parlera de la météo. Nuages demain, un peu plus de soleil dimanche. N'oubliez pas dans quelques secondes le Ciné Club avec Carrie, un film de Brian De Palma. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Antenne 2 et merci pour votre attention. Et pas en fanfare. Allez, gars, vite! Oh, ça me vous êtes fonctionnaire, comme ma fille. Le commissaire, il sèche. Philippe Noiret, Annie Girardot, irrésistible duo de Tendre Poulet. Une comédie policière et burlesque de Philippe de Broca. Avec comme ingrédients l'humour, la fantaisie et beaucoup de talent. Tendre Poulet, le policier du dimanche soir, 20h40 sur Antenne 2.
messieurs, bonsoir, rebonsoir. Si vous avez besoin d'un brin de soleil pour vos activités de ce congé de fin de semaine, choisissez ou attendez la journée de dimanche, car une zone perturbée très nuageuse va traverser la France demain samedi. Nous allons d'ailleurs la retrouver sur cette carte. Vous allez voir que ces nuages seront très présents sur le nord, la Picardie, la Normandie, la région parisienne, le centre, le Massif central, tout le sud-ouest, le Midi-Pyrénées, etc. Dans toutes ces régions, eh bien, les nuages seront compacts. Il y aura même des ondées, de petites pluies éparses ici et là. À l'avant, un ciel qui sera de plus en plus couvert, donc sur la moitié est de la France, excepté la Corse, où le soleil sera encore assez dominant. Et puis, à l'arrière, le retour d'éclaircies. Vous le voyez, ce petit soleil, il arrivera sur la Pointe-Bretagne dans le courant de la soirée, au moment où il sera l'heure de se coucher. Mais j'en profite une petite parenthèse pour vous dire que les vents souffleront à 50 km/h, ils souffleront de l'ouest. Mais, disais-je, ce soleil va progressivement l'emporter dans le courant de la journée de dimanche. Nous le verrons dans un instant. Auparavant, les températures pour demain matin, vous voyez, dans l'est, où le soleil sera encore présent, où le ciel sera relativement clair le matin après dissipation des brumes et des brouillards. Donc dans l'est, il fera froid encore, 0 degré à Strasbourg. En revanche, douceur sur la façade atlantique, jusqu'à 12 degrés ici sur la région de Biarritz. L'après-midi, donc dans l'après-midi de demain, des températures qui vont monter très sensiblement par rapport à ces jours derniers, entre 8 et 15 degrés, et entre 13, 16, 17 degrés, parfois même 18 sur la moitié sud. Vous constatez avec moi donc que le thermomètre est à la hausse et que ce sera une dominante pour cette journée de samedi, comme pour celle d'ailleurs de dimanche, où nous allons voir ensemble eh bien, le soleil qui va réapparaître progressivement vers la mi-journée sur quasiment toute la France, excepté peut-être en fin d'après-midi sur la Pointe-Bretagne, avec l'arrivée d'une autre zone de temps un peu plus nuageux. Mais dimanche, une fois encore, sera la journée la plus agréable. Allez, nous terminons pour ceux d'entre vous qui voyagent avec une carte très complète du temps qui règne et qui régnera demain hors de nos frontières. 2 petits degrés à Moscou, 8 à Bucarest. Il fera 20 degrés à Alger, 23 à Rabat, en passant par 10 degrés à Londres. Demain, bonne fête au Léon. Un soleil qui va se lever à 7h53, se coucher à 17h16. Tout ceci apparaît sur votre écran. Merci de nous avoir suivis. Et puis, bonne fin de soirée à notre compagnie. Au revoir. L'étrange et l'irrationnel ont-ils droit de citer en URSS? Scientifiques et médiums affirment leur façon de penser autrement. Découvrez ces êtres qui disent jouer avec le temps, la matière, l'énergie. Les chants de l'invisible, incursion en URSS, dimanche 22h35 sur Antenne 2. Synergie. Un autre regard sur l'actualité. Le magazine de Jean Lucas. Avec Kathleen Eva. Et c'est sur France Inter. France Inter, le courage de dire, l'élégance d'en rire. Ah, Craquinut. Peut-il résister à ces croustillants pétales de maïs, enrobés de miel et incrustés de cacahuètes? Croustillant, craquant. Craquinut au petit déjeuner, complètement craquant. Craquinut de Kellogg's.
a game with her on the team. Look at it. Come on. You eat shit.